Nous avons donc réuni ce soir des représentants des trois catégories. Raymond et Marie-Thérèse Morisot représentent les paysans de Danger. André et Gilberte Gay, les instituteurs. Pour les mineurs, Monsieur Flao, Monsieur et Madame Delmotte. Et nous avons aussi avec nous ce soir un sociologue, Paul Chombard-Delove, qui ce soir va avoir le rôle principal, puisque ce que nous allons essayer de faire, c'est de tirer de cette confrontation quelques idées générales, si vous voulez, sur des grands thèmes de la famille en France, la famille et le travail, puisque nous sommes lancés encore cette fois d'une façon différente à la découverte des Français. Alors commençons par un bout, si vous voulez. Quelle impression vous ont donné les films des mineurs et des instituteurs? Pour nous paysans, ça a d'abord été une découverte de personnes vivant dans un milieu différent du nôtre et travaillant de manière différente aussi. On a une impression assez pénible en ce qui concerne le travail du mineur. Les paysans qui pensent toujours avoir assez de mal à la peine ont été assez émotionnés par ces faces noircies par le travail, et surtout ce travail dans la poussière et dans un milieu qui paraît pas tellement sain. Il y a des détails qui vous ont frappé, vous, Marie-Thérèse? Pas tellement. Enfin, en ce qui concerne le travail des femmes, des femmes de mineurs, non, parce qu'il est assez en rapport avec le nôtre, parce que les femmes ne travaillent pas au dehors chez nous, puisque le sens que nos maris ont voulu donner à l'ensemble des exploitations du village, c'était déjà le premier but, c'était que les femmes ne travaillent pas dans les champs, n'aient pas à travailler trop durement. Alors pour nous, les femmes, c'était assez en rapprochement avec les femmes de mineurs qui ne travaillent pas non plus au dehors. Je crois que même Delmotte disait ça, elle ne travaillait pas à l'extérieur. Oui. Tandis que pour moi, je me suis demandé un peu comment Mme Gay faisait avec ses 6 enfants pour pouvoir assurer son travail, elle. Vous en avez combien, vous? 6. Vous en avez 6 aussi? Oui. Alors, Mme Gay, à vous la réponse? Comment est-ce que vous réussissez à élever vos 6 enfants? C'est-à-dire que d'abord, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des jours où ça va, mais enfin, il y a bien aussi des jours de crise et de tension à la maison. D'abord, il y a aussi le fait que je suis aidée, j'ai tout de même une femme de ménage. Et puis, la maison est un petit peu mécanisée comme l'agriculture. Je crois que quand la femme travaille, il faut savoir consacrer une certaine somme du surplus de salaire à l'équipement d'une part et puis à l'aide, parce que sinon on arrive à un surmenage tel que la vie n'est plus possible, il me semble. Et vous, André Gay, quelles ont été vos réactions en voyant vivre les mineurs et les paysans? Par métier, j'enseigne à mes élèves ce qu'est un mineur, ce qu'est un paysan. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois vivre des mineurs et des paysans, et ce soir, j'ai eu l'occasion de prendre contact pour la première fois de ma vie avec des mineurs. Des paysans, j'en connaissais déjà. En gros, évidemment, c'est ce que j'enseignais, c'est ce que je croyais savoir. Mais il y a un certain nombre de choses tout de même qui se révèlent. Quoi? Dites-le. Eh bien, je n'ai pas été surpris parce que j'ai appris de la vie des paysans. J'ai été frappé par l'évolution d'une génération à l'autre en Beauce. Mais ça, je croyais le savoir. Je ne sais pas si c'est général, mais ça, je le croyais le savoir. Mais j'ai été plus surpris par l'atmosphère assez lourde du travail en Artois. Eh bien, j'ai l'impression que ce qui a frappé tout le monde, enfin en tout cas les instituteurs et les paysans, c'est de voir, au fond surtout, la vie du mineur et de la voir si difficile. Est-ce que vous avez eu l'impression, en voyant la vie des autres, vous, Monsieur Flao, vous, Monsieur et Madame Delmotte, que eux avaient une vie plus facile, plus heureuse que la vôtre? Pour mon compte personnel, je crois que les instituteurs et les cultivateurs, dans leur travail, n'est-ce pas, sont quand même mieux que les mineurs. Car moi, je les vois descendre et je les vois remonter surtout. Eh bien, vous savez, pour mon compte personnel, je crois que c'est un très dur métier. Vous avez l'impression que les paysans ou les instituteurs, avec leurs difficultés à eux, ont un métier moins pénible? Oui, quoique les instituteurs et les cultivateurs, n'est-ce pas,
travaille du matin au soir. Mais le métier de la mine, écoutez, c'est vraiment quand même un métier très dur. Pourquoi est-ce qu'il vous paraît plus dur, monsieur Delmotte? Le métier de mineur. Oui. Quand même, je ne vais pas minimiser sur la valeur de chacun de mes amis, que je vais dire. Mais il nous permet tout de même une chose que mes camarades, que je vais les appeler comme ça, ils sont déjà au soleil, ils ont l'air. Et s'il arrive un petit inconvénient, ils n'ont plus de possibilité, dans les heures de travail, de se consulter. Tandis que nous, ma foi, on est à l'ombre, il faut le dire. Il arrive parfois, on a des moments de lassitude quand même. On dira, on attend l'heure de remonter pour pouvoir se confier à sa famille. Il y a des moments, je ne sais pas, on trouve un vide, on se trouve un peu seul. Tandis que, ma foi, le midi ou le matin, ils sont près de la nôtre. Il y a toujours quelqu'un pour réconforter l'autre. Ils sont à la lumière et ils sont ensemble. Oui. Et vous, vous avez l'impression d'être à la fois dans l'ombre et solitaire. Voilà. Eh bien, je crois, Paul Chombardelov, qu'on vient déjà de dire un certain nombre de choses très intéressantes. Je voudrais d'abord vous poser une première question. Est-ce que ces trois familles qui sont là vous paraissent représentatives de la famille française en général? Représentative, je ne trouve pas. Non? Vraiment non. Et ça n'a aucune importance. Nous ne nous intéressons pas à ce qu'est la famille française. Nous ne faisons pas des statistiques sur la moyenne, la famille moyenne. Est-ce que ça existe, la famille moyenne? Je ne sais pas si ça existe, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on a des familles qui ne sont pas représentatives de la famille française, mais qui chacune veulent dire quelque chose. Alors c'est ça qui serait intéressant de voir, c'est ce qu'elles expriment, quelles tendances des différents milieux elles traduisent, sans chercher à savoir si elles sont représentatives de toutes les familles françaises. Il y a un point, par exemple, sur lequel elles ne paraissent pas représentatives de la moyenne de leur milieu, c'est du point de vue du niveau de vie. Vous croyez qu'elles sont un peu plus aisées que les Français moyens dans leur catégorie? J'ai l'impression un peu, peut-être moins pour la famille de mineurs, et parce que certainement là, les gens se font des illusions un peu sur ce que gagnent les mineurs, et ils croient que parce qu'ils travaillent à la mine, ils gagnent des sommes considérables. Ils nous ont dit l'autre jour ce qu'il en était. Mais quand même, par rapport à la moyenne des ouvriers français, c'est quand même beaucoup plus payé que la moyenne des ouvriers français. Nous, puis on est jeune, pour un ouvrier à dixième que je prends, à ce moment-là, il est en pleine force, il va gagner sa journée, il va travailler. Il va en faire plus, il va avoir une production supérieure que lorsqu'il aura 40 ans. À ce moment-là, ses forces physiques vont déjà diminuer. Par conséquent, on n'arrivera plus à donner la production demandée. Il va descendre en catégorie. Mais du fait qu'il descend en catégorie, il diminue de salaire. Mais je vais vous poser une question à chacun rapidement. Je voudrais savoir, dans votre ménage à vous, par exemple, Monsieur Morisot, qui est-ce qui gère le budget? Bien, c'est-à-dire, c'est un peu spécial, quoi. On a fait une étude entre plusieurs foyers de budgets familiaux. Et alors, à partir de là, il y a d'abord les besoins qui sont nécessaires au foyer, à la vie du foyer. Alors, sur la somme globale de revenus du mois, par exemple, ma femme prend ce qu'elle juge nécessaire à la vie du foyer dans son ensemble. Mais ce n'est pas régulier. Généralement, quand il y a une meilleure vente de volailles ou choses, on en profite pour faire des achats un peu plus importants, alors que d'autres moments, il faudra restreindre un peu les qui, tous les achats. deux ensemble ou vous en particulier? Surtout que nous sommes liés, alors nous sommes liés puisque nous travaillons en somme à 3 familles sur notre exploitation, Oui. et on ne peut pas faire nous cavaliers seuls. Tout l'ensemble marche ensemble. Oui. Par exemple, ces années dernières, il a fallu contracter des emprunts pour faire un pas en avant. C'est tous ensemble qu'on porte le fardeau. Mais on est ensemble, et à cause de cela, on se sent plus fort. Et chez vous, les Gailles, qui est-ce qui gère le budget? Chez nous, c'est particulier aussi. Nous travaillons tous les deux. Nous avons double salaire. Ma femme travaille comme moi et nous partageons exactement la même vie. Nous avons le même métier, nous avons des élèves du même âge, nous gagnons le même salaire puisque nous sommes à peu près du même âge et nous sommes en même classe.
Par conséquent, il n'y a jamais eu chez nous de problème où l'un s'occupera de ceci, ou l'un qui s'occupera de cela. À la fin du mois, au début du mois précédent, enfin, on tient notre carnet de compte, et puis ça se passe vraiment en commun. C'est-à-dire que pendant 15 ans, on n'a jamais tenu de carnet de compte, et puis comme on voulait tout de même acheter l'auto, et qu'il fallait absolument réaliser des économies, on s'apercevait que tous les mois partaient sans qu'il ne reste jamais rien. Alors on a dit, on va se rendre compte exactement de ce qui se passe. Et depuis 1 an, alors là, impeccablement, on a tenu le carnet de compte. C'est la première fois. D'acheter l'auto. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je crois que chez les mineurs du Nord, il y a presque une tradition que ce soit la femme qui gère le budget. Chez vous, c'est comme ça, monsieur Flau. Oui. Chez vous aussi? Oui, c'est 9 moi fois qui... sur 10, pour les Oui, mineurs, c'est moi, oui. c'est la ménagère qui a l'argent. Ah oui. Alors, on vous remet la paye. On va la toucher nous-mêmes aussi. Vous allez la toucher Ça, vous-même? bien sûr. Vous y tenez? Ça, sûrement. Et vous redistribuez ensuite entre les membres de la famille? Ah non, pas moi, parce que moi... Non, chez les Flaous, mon on fait mari, ça, oui. parce qu'ils ont déjà des Mon grands mari, garçons. quand même, oui, il a... Il a son argent Ah de oui, poche. il a son argent de poche. Les enfants, non, sont trop jeunes. Oui. Oui, non. Alors on profite, par exemple, des bénéfices pour acheter quand on a quelque chose de plus cher à acheter, on l'achète au bénéfice, quoi. Parce que c'est un supplément, ça, qui ne rentre pas dans le budget du ménage. Et d'ailleurs, qui rentre tous les 6 C'est un mois. supplément. Et qui rentre tous les 6 Tous les 6 mois, oui. Alors là, quand on a une grosse pièce à acheter, on profite. Et quelles sont les déductions Voilà. que le sociologue tire de toutes ces déclarations? Mais cette remarque que vous faisiez sur le budget des familles du Nord, n'est-ce pas, des mineurs du Nord, on peut le faire sur beaucoup de familles ouvrières, et d'ailleurs dans bien d'autres milieux. Dans beaucoup de familles françaises, le budget est géré par la femme. On a parlé, même en milieu ouvrier, d'une sorte de dominance de la femme à cause de ça, une sorte de matriarcat. Je crois que c'est absolument faux. C'est une sorte de délégation de pouvoir. Ça n'empêche pas que l'homme prend des décisions, mais la femme est une sorte de ministre des Finances. J'ai l'impression que c'est une délégation que l'homme donne une fois pour toutes. Au fond, il se libère de cette tâche qui revient plus à la femme parce que, étant à la maison, elle sait mieux tous les besoins de chacun. C'est au fond une organisation de la maison qui est assez naturelle. Seulement, à l'heure actuelle, ce qui est frappant, c'est que certaines familles cherchent une autre formule. Et les Morisot ou les Gay nous donnent un exemple d'essai de gérance du budget en commun. Je voudrais savoir, et c'est aux femmes que je m'adresse uniquement là, je voudrais savoir, pour les femmes, les hommes ont le droit d'écouter quand même, ils ne doivent pas se désintéresser de la conversation. Je voudrais d'abord savoir ce qu'elles pensent de leur évolution, par exemple, par rapport à leur mère. Est-ce que vous avez l'impression que vous jouez dans la communauté le même rôle que celui que jouait votre mère? Commençons, si vous voulez, par là-bas, par les Morisot. C'est un peu embarrassant à répondre. Vous avez l'impression que vous avez la vie plus facile, moins facile? Que vous faites les mêmes choses ou pas les mêmes choses? C'est-à-dire, chez nous, maman était fermière aussi. Alors, elle avait une nombreuse famille, on était 5. Elle avait aussi du travail à la maison. Mais pour le travail extérieur, elle se faisait aider. Elle avait une bonne qui faisait les travaux de l'extérieur, la basse-cour, les porcs, les vaches. Enfin. Alors, directement avec ma mère, c'est assez semblable. Mais alors, il y a certainement une différence avec ma belle-mère qui, elle, a beaucoup travaillé dans les champs et travaille aux bêtes aussi. Là, il y a certainement une évolution. Il y a ce que votre mari appelait une libération. Ah oui. Et chez vous? Chez nous, c'est un petit peu différent parce que ma mère vivait d'une façon très différente. Femme de commerçant, de petits commerçants, elle s'est véritablement tuée au travail. Vous savez, les milieux, les problèmes des petits commerçants, debout très tôt le matin, à la fois les charges du commerce, de la famille. Alors, je ne sais pas si la comparaison peut être très valable. Oui, avec, elle ne faisait pas du tout le même travail. Vous, Madame Delmotte? Non, parce que maman tenait un commerce aussi, avait 5 enfants. Alors moi, que j'en ai 2, j'ai certainement plus de facilité que ma mère, oui. Surtout à cause de la différence Ah d'enfants? bah oui, et puis j'ai que mon ménage, j'ai que mon chez moi, oui. Tandis que ma mère, elle avait encore son commerce, et puis les enfants, et puis son mari mineur aussi. Alors forcément,
C'est pas la même chose. Il y a non. des hommes qui brûlent de parler, mais je voudrais demander aux dames si elles ont l'impression aussi que leurs rapports avec leur mari sont un peu différents des rapports qu'il y avait dans la génération passée. Oui. Mais de quel ordre? Comment? On est plus mêlés aux grandes décisions. Décisions d'ordre, enfin, pour nous, pour des orientations souvent à prendre, des décisions à prendre sur le plan direction de la branche, que nous avons responsabilité dans la ferme. Mais alors, on en discute, on échange et on décide ensemble. Et avant, c'était les hommes qui... Ah oui. Souvent, mon beau-père dit, moi, je demandais avis, mais je faisais bien ce que je voulais. Enfin. Et vous, Madame Gay? Évidemment, nous sommes très près parce que nous avons le même métier, ça André l'a déjà dit tout à l'heure, nous avons beaucoup de points communs et nous travaillons beaucoup ensemble à tout point de vue. C'est très différent de ce qu'on a connu. Et je crois que dans les ménages d'instituteurs, il y a une très grande collaboration mari et femme, même et surtout peut-être pour les instituteurs ruraux qui se passent les élèves de l'un à l'autre. Et vous, Madame Delmotte? Moi, avec mon mari, c'est pareil, on ne fait jamais rien l'un sans l'autre. Quand on prend une décision, on demande l'avis, on se demande notre avis. Et ça se passait comme ça dans les générations d'avant ou moins? Je ne pense pas encore, hein. Non. Il y avait plus autorité du mari? Je ne pense pas, non. Non, je crois qu'il demandait moins conseils, je crois. Ils parlaient moins ensemble? Ah oui. Nous voyons, dans une famille d'instituteurs, nous voyons le travail en commun, puisque les instituteurs ont tous les deux le même métier, ils peuvent parler de leur travail. Et les mineurs nous disent que, de plus en plus, ils travaillent, non pas pour le travail, mais au moins pour les décisions à prendre, ils les prennent en commun. Il y a alors, en fonction de cette connaissance du travail de l'autre, une sorte de possibilité de dialogue qui n'existait pas auparavant. C'est ce qui est très frappant, oui. Ce dialogue est quelque chose de très important parce que c'est ce qui permet une liberté du couple, une liberté qui est la seule possibilité de l'amour, finalement. Je ne sais pas si nous avons affaire à 3 familles représentatives, mais nous avons affaire à 3 vraies familles. Nous avons affaire non seulement à des gens qui ont l'air de s'aimer beaucoup, d'aimer beaucoup leurs enfants, d'être profondément unis, mais à des gens qui, ils viennent encore de nous le montrer ce soir, ont l'air parfaitement conscients de leurs responsabilités, voient très bien le présent, l'avenir. Est-ce que, en cela, ces familles échappent à la règle? Il y a un problème général, c'est celui de la vitalité de la famille à l'heure actuelle. Or, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, on a eu l'impression que tous les chocs provoqués par la transformation urbaine, par l'industrialisation dont nous parlions tout à l'heure, étaient des sources de désagrégation de la famille. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Nous avons vu beaucoup de familles se désagréger sous l'influence des nouvelles conditions de vie. Et en même temps, nous voyons ici des familles qui, au contraire, se manifestent avec une très grande vitalité, même une force d'expansion et un rayonnement qui est frappant. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la famille, d'un côté, se désagrège, c'est vrai, sous sa forme ancienne. La famille, sous sa forme patriarcale, sous sa forme autoritaire, avec justement cette impossibilité du dialogue ou cette difficulté du dialogue dont nous parlions tout à l'heure, il semble que cette famille ait du mal à vivre dans notre société. Mais en même temps, nous voyons d'autres types de familles naître, d'autres exemples de familles avec des formes nouvelles dans lesquelles vraiment cette possibilité de dialogue est très manifeste, où il y a vraiment une vie intense du groupe familial, et cela c'est extrêmement réconfortant. Dans divers pays, on a parlé d'une sorte de nouvelle forme de la famille basée sur la liberté du couple, sur une sorte de camaraderie dans le couple. Je crois que le mot camaraderie serait très faux, car l'union de 2 êtres dans le couple et dans la famille, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et le mot camaraderie le rend très mal. Mais il a été choisi pour montrer simplement cette plus grande liberté.
Et quel mot est-ce que vous mettriez, vous, à la place du mot camaraderie? Eh bien, il n'y en a qu'un, c'est celui dont nous parlions tout à l'heure. La véritable liberté, le véritable échange dans la famille, et ce que demandent les enfants d'ailleurs au père et à la mère, c'est d'avoir un père et une mère qui puissent parler librement entre eux et montrer en même temps que cette liberté une unité, c'est-à-dire une unité basée sur l'amour.